Dans une rue de Lille, un immeuble apparemment comme les autres. Au deuxième étage, l'appartement de Bernard. Bernard souffre de schizophrénie. Il a été interné à l'asile pendant 11 ans. Mais aujourd'hui, Bernard vit dans la ville. Bernard, à l'époque où vous étiez à l'hôpital psychiatrique, c'était fermé à clé, il y avait des barreaux? Oui, c'était fermé à clé, il y avait des barreaux, oui. C'était jeu clé tout partout. Et ça, vous préférez comme ça aujourd'hui? Ah oui, on respire l'air libre. Hein. L'air libre, c'est... La vie évolue, la psychiatrie aussi. Bernard est fier de son ordinateur. Avec un scanner, imprimante, Letna. Sa chambre colorée, son petit domaine, il nous ouvre les cahiers dans lesquels il recopie ses textes favoris. Vous vous intéressez à la philosophie? Ouais. Platon, Aristote, Lao Tse, Alain, Jean-Paul Sartre. Mais aussi des recherches sur sa mystérieuse psychose. La schizophrénie, c'est votre maladie? Ouais, je suis schizoïde. Mais pas dangereux. Non, pas dangereux. Je suis plutôt samaritain. Ça veut dire quoi exactement, schizoïde? Schizonie. Schizo, c'est fêlé. Freine, c'est esprit. Je vais vous présenter mes colocataires. Bernard partage un duplex avec deux autres fêlés, comme il dit. Alors, je vous présente Song, mon petit copain. Song, bonjour. Song, lui aussi schizophrène. Là, je vous présente Marceau. Touchez pas à notre Emmaüs. Marceau, atteint d'une dépression grave. Vous entendez bien tous les trois? Oh, ouais, on s'entend bien, on est tout le temps en train de s'amuser. Vous en parlez des fois ensemble de votre maladie? Non, on n'en parle pas. Non. Parce que c'est tabou un peu? Non, c'est pas. Non. Parce qu'on n'y pense pas, puis ça nous intéresse pas. Ouais. Ça compliquerait peut-être les choses. Avec nous, cette maladie, il l'évoque courageusement, à visage découvert. Le loyer de cet appartement thérapeutique, 210 € seulement par patient, payé avec leur allocation adulte handicapé. Ici, les trois hommes s'entraident, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, ils mangent quand ils veulent, une liberté toute bête, impossible à l'hôpital psychiatrique. Chef, ici! C'est une catastrophe! Apaisé par cette communauté chaleureuse, Song n'a pas fait de crise depuis 5 ans. Lui qui a connu la rue et fait de la prison pour coups et blessures. J'ai fait des bêtises. On m'a chopé. Je suis à l'hôpital, les choses se passent comme ça, mais... Vous avez fait quoi comme bêtises? J'ai frappé des gens. Pourquoi? C'est des idées qui passent par la tête comme ça. C'est des voix? Vous entendez des voix? Oui, j'entends des voix. Au début, j'aimais pas, mais maintenant j'aime bien. J'ai fait des bêtises, je suis conscient. Je referai plus ces bêtises-là. Et dans ma tête, c'est l'euphorie. L'euphorie. Car avant, c'est derrière ces murs, enfermés à clé, qu'on entend Vécussonne, Bernard et Marceau. Armentières, à 20 km de Lille. Autrefois, on appelait cet endroit le pavillon de force des aliénés. Un asile pour pestiférés créé dans les années 30, avec dortoirs collectifs, liens de contention et électrochocs. Dans les couloirs, les photos d'anciens pensionnaires, comme Bernard. L'hôpital psychiatrique a changé. On n'interne plus ici que les malades en période de crise aiguë, avec un but, les faire sortir le plus vite possible. Dans ces couloirs fantomatiques, de moins en moins de monde donc. À Armentières, seulement 7 lits occupés en moyenne. C'est 5 fois moins qu'ailleurs en France. On va aménager à chaque fois, À la tête de ce dispositif, 200 soignants, en permanence sur la brèche. Voici le QG du service de psychiatrie Lille Est G21. C'est d'ici que sont suivis, matin et soir, Bernard, Sonne et les autres. Sur ce tableau, les noms et les adresses de tous les malades soignés à domicile.
Olivier est infirmier psychiatrique. Il doit partir en visite médicale. Olivier rend visite à un patient pour réajuster son traitement. Chaque jour, l'infirmier sillonne 6 communes. Autrefois, lui aussi travaillait en hôpital psychiatrique fermé. Ce qui me change, c'est que j'ai plus ma blouse d'infirmier déjà. Donc ça, c'est déjà énorme pour moi. Je suis plus juste un gardien de clé. Olivier ne prend pas de précautions particulières. D'après le service de psychiatrie G21, les malades mentaux ne sont pas plus dangereux que le reste de la population. Il y a en France beaucoup plus de crimes commis par des maris trompés que par des schizophrènes. Rachid, le patient qu'Olivier vient voir ce matin, vit dans une famille très spéciale. Une famille d'accueil pour malades mentaux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Depuis que les 6 enfants de Gina et Lucien ont quitté la maison, le couple partage sa vie avec 2 patients. Pour ça, ils sont rémunérés 3 000 € par mois. Au niveau du traitement, là, en ce moment, Rachid, comment ça se passe? Est-ce que ça vous paraît efficace, justement, l'injection que vous avez? Non? Dans quel sens? Qu'est-ce qui pourrait être encore mieux? C'est-à-dire, quand je fais l'injection, ça revient pendant 2-3 jours, après ça revient. Qu'est-ce qui revient, alors? Les pensées. Gina et Lucien accueillent les malades encore trop fragiles pour vivre seuls. On est infirmière, on est psychologue, on est tout ensemble parce qu'on a quand même l'accueilli avec nous 24 heures sur 24. On l'a pas un quart d'heure sur une visite. Hein. On est même une maman quelque part aussi, quoi, parce que bon, on est tout pour eux, quoi. On va le repas, tu as un coup de main, Lucien? Ah non, merci. Et tu peux débarrasser les cendriers, les vidéos. Un cadre familial avec des règles pour que les patients se resocialisent, mais surtout de l'affection, plutôt que des vigiles ou des chambres d'isolement. Madame Michel. Merci, monsieur. Michel, la 2e pensionnaire, préfère rester anonyme. Sa maladie, le syndrome de Diogène. Elle vivait cloîtrée chez elle en gardant toutes ses ordures, des centaines de kilos de déchets. Gina, sans avoir reçu de formation, a déjà accueilli 80 patients. Elle les emmène en sortie et même en vacances, au grand étonnement de ses proches. Alors je peux vous dire, les gens, c'est systématique. Ah non, je pourrais pas faire le travail que tu fais. Alors que s'ils savaient que c'est un travail très enrichissant, et je vous assure qu'ils vous en donnent autant que vous vous en donnez. Donc, quand on pense qu'à l'époque, les gens comme Michel ou comme Rachid étaient en milieu hospitalier psychiatrique, hein, ils n'ont pas leur place là-bas. Ils sont très bien avec nous et je crois qu'on peut on leur apporte certainement plus que les blouses blanches, quoi. Bonne soirée. Dans ce cocon, Rachid se sent moins persécuté. Il y a 2 mois, il ne pouvait pas allumer un poste de télévision sans avoir des hallucinations, sans imaginer que quelqu'un l'épiait depuis l'écran pour lui faire du mal. Il y a aussi comme si du sang il coulait. Et il faut dire vivre. Si je dis pas vivre, je m'enterre, quoi. Je suis mort. Je suis décédé, quoi. Et je dis avant et puis ça remonte. La tache qui coule dans l'écran, elle remonte. Et bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, oui. Aglou, aglou. Impeccable. Mais la cohabitation avec des personnes souffrant de troubles psychiques est parfois plus délicate. Julia est russe. Elle étudie le français à la fac de Lille depuis 5 ans. Elle a répondu à une petite annonce, un loyer modique, à condition de partager un appartement thérapeutique. Ses colocataires, Daniel, atteinte de dépression paranoïaque, et Bernard, qui souffre de psychose délirante. Ici, on est loin de la colocation festive entre étudiants. On vit ensemble depuis 1 an et demi, mais chacun de son côté. On enlève les boules. Qu'est-ce que vous avez fait pour Noël? Presque rien. On est parti en vacances. Ouais, on a été en vacances. En vacances d'hiver. Ouais, d'hiver. Ou d'été, je sais plus. Vous êtes parti où? En montagne.
On a mangé des frites avec une omelette là-bas, en vacances. Et Dani, elle a mangé du poulet là-bas. Point positif, depuis que Julia est là, Bernard n'essaye plus de fuguer. Daniel et lui sont moins prostrés. L'étudiante les encourage aussi à garder l'appartement propre. Mais contrairement à la famille d'accueil, Julia ne partage aucune activité avec les patients. Vous, Daniel, vous vous entendez bien avec Julia? Bah, je la connais pas tellement. Ouais, on se parle pas beaucoup, quoi. Puis moi, je parle pas beaucoup non plus, alors... J'avais pas peur que Bernard il fasse une crise et il me lance un couteau dessus. J'avais pas peur du tout de ça. Mais n'empêche que ça peut être désagréable de les écouter pendant des heures à crier des choses un peu décousues. Vous avez pris l'habitude? Non, je peux pas dire ça que j'ai pris l'habitude, mais on fait avec ce qu'on a. Quels avantages vous y voyez-vous alors? Quels avantages? Ben, c'est surtout financier parce que ça me coûte 15 € par mois. Là aussi, les élus locaux et les HLM modèrent le loyer. Ils sont partenaires des médecins pour que le dispositif fonctionne. D'autant que l'entourage familial, dépassé, a souvent démissionné. Votre famille, elle est où? Non, je sais pas, je la connais pas. Je la vois plus. Pourquoi? Parce qu'elle vient jamais me voir. Pourquoi? Parce qu'elle a plus envie. À cause de votre maladie? Ouais. Des malades en appartement thérapeutique, mais qui n'y sont pas enfermés. Ils sortent, même si c'est parfois sous contrôle. À la gare routière de Lille, nous retrouvons Rachid. Pour la première fois ce matin, ses psychiatres l'autorisent à prendre le bus seul, sans sa famille d'accueil. Il y a une semaine, il risquait encore la crise de panique. Rachid a rendez-vous sur un chantier avec Jean-Luc, un éducateur. Celui qui veut du sucre, il y en a. Ce jour-là, c'est atelier peinture. Ce matin, on fait la finition? Ouais, ok, ouais. On attaque? On attaque, d'accord. Rachid retrouve Bernard, souvenez-vous, l'amoureux de la philosophie. Ensemble, ils rénovent un appartement, car on peut être malade schizophrène et travailler à un rythme aménagé. Il y en a du chemin de parcouru depuis que vous êtes avec nous. Ouais. Vous vous souvenez au début? C'est vrai, c'était dur. Maintenant, ça va mieux. Tout ça, je connaissais à l'époque Jean-Luc. Oui. Mais avec mon problème de santé, j'ai... Pendant un moment, ça a été mis un peu de côté. Ouais. Bah là, vous allez pouvoir vous réapproprier des gestes professionnels. Ouais. Puis, bah, pourquoi pas, comme vous dites, en prendre une formation? Ouais, il me faut encore du temps, il me faut confiance. Ce que j'aime, c'est la confiance et le travail. Donc, il me donne la confiance, hein. On me donne la confiance. Grâce au travail, Rachid se concentre, il se calme. Le travail réinsère aussi les malades. Pourtant, lorsque la schizophrénie de Bernard s'est déclarée, à l'âge de 30 ans, il a été aussitôt licencié de son poste d'ouvrier. Il s'est senti stigmatisé. La maladie mentale, elle est très mal vue. Surtout la schizophrénie. On n'est pas tous violents, on n'est pas tous violents. Sitôt qu'on écoute les impôts, sitôt qu'il y a une impôt, un schizophrène, on est gêné quand même. Tenez, Rachid, vous me donnez un coup de main? Prenez l'autre côté, on va la glisser dans ses gonds. Le reste du monde. Ce qui plaît à Bernard, c'est de faire ses courses tout seul. Ça n'a pas toujours été possible. À sa sortie de l'hôpital, après 11 ans d'internement, il était complètement perdu. Il avait peur du regard des autres, peur d'angoisser et de délirer en pleine rue. Bernard, il y a une époque, vous n'étiez pas capable de faire les courses tout seul? Non, au départ, j'étais enfermé dans ma camisole. Bernard n'est pas complètement libre. Son organisme de tutelle limite ses dépenses à 80 € par semaine. Il n'a pas non plus le droit de conduire une voiture. Mais ici, personne ne le dévisage. Dans sa résidence, il y a plusieurs appartements thérapeutiques. Les psys préviennent les voisins sans entrer dans les détails. Secret médical oblige. Un seul malade a posé problème récemment, le précédent colocataire de Bernard. Ça vous a jamais fait peur? Non, bah,
peut-être un petit peu de temps en temps, où il y a eu des petits heurts, mais comme il y avait un numéro de téléphone, on appelait l'association. C'était quoi les petits heurts? Quand le monsieur il a pété les plombs. Quand il a pété les plombs, c'est tout. On a vu Ali Valdaguer dehors, on a vu des tas de choses dehors, et puis c'est tout. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on doit s'affoler. Très bien, Bernard. Même avec les autres occupants, hein. Oui, très bien, oui, très bien. Non, on n'a jamais eu de crainte de ce côté-là, hein. Non. Oh non, même avec les enfants et tout ça, hein. Ça fait du bien d'entendre ça, Bernard? Ouais, ça donne les boules. Ça donne les boules. Merci beaucoup, une bonne... Bernard veut dire qu'il est ému. Il n'avait jamais osé questionner ses voisines. Des voisines qui voient défiler matin et soir les infirmiers. 2 fois par jour, ils apportent les médicaments neuroleptiques aux patients pour vérifier qu'ils acceptent bien de se soigner. Si je les prends pas, ils vont me mettre de nouveau à Armentières. Mais s'il ne vient pas, je ne prends pas. Ah, le goût est... Oui, mais bon, vous savez très bien, si vous prenez pas votre traitement, ça va pas aller, donc ça permet de vous stabiliser aussi un petit peu, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Non, c'est vrai. Sans malade schizophrène, réinséré dans la cité, mais à condition de prendre un traitement à vie. Autrefois, à l'asile, on l'attachait à son lit. Pour me piquer. Il se ramène 5-6, il me ramène dans la chambre, il me baisse mon pantalon et il me pique. De force. À Lille, on est désormais aux antipodes de ces pratiques dégradantes. Une galerie d'art dans le centre-ville, ses soirs de vernissage. Dans le public, on ne sait plus trop qui est malade mental et qui ne l'est pas. Ici, on présente des œuvres réalisées par des artistes, mais aussi par des patients. Et on dirait un fleuve qui... L'expérience lilloise ne fait pas l'unanimité, mais l'Organisation mondiale de la santé la cite en modèle. L'enjeu est énorme. La dépression est la première cause d'invalidité en France. Et chaque jour naissent 20 futurs schizophrènes. De quoi peut-être faire tomber les murs de l'asile. Eh ben moi, je vais vous dire bonne année et surtout une bonne santé mentale à tous. C'est le rituel du lundi matin. L'atelier bonbons. Des bonbons qui soignent la folie. Antidépresseurs, antipsychotiques, il y en a pour toutes les maladies. Les roses, c'est quand on entend des voix, quand on n'est pas bien. Pour empêcher d'entendre des voix. Pour empêcher d'entendre des voix, oui. C'est contre l'angoisse, contre la fatigue. Quand tu crois que tout le monde est contre toi, ouais, aussi, ça t'aide, ça. Hein, paranoïa, paranoïa. Et chose un peu folle, ce sont les malades eux-mêmes qui préparent leurs médicaments pour la semaine. On en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais c'est rien par rapport à ce que je prenais avant. Avant d'être ici, j'en prenais bien plus. Combien? Non, j'en ai déjà pris jusqu'à 20, 25, j'en ai déjà pris. Je te refais qu'une boîte, hein, Nanou, pour... Et tout cela sous le contrôle bienveillant d'Edith, l'intendante de ce drôle d'endroit. Julien? Oui. Nous sommes à la Maison des Sources, à Besançon. Une structure alternative à la psychiatrie traditionnelle, logée dans un ancien couvent. Ici, pas de blouse blanche, pas de camisole. Et on ne parle pas de schizophrène, de paranoïaque ou de bipolaire. On parle de Soraya, c'est l'intello de service. De Julien, il rêve de devenir cuisinier. Et de Jean-Louis, le fan de Bernard Tapie. Un lieu de vie rare en France. Une maison où les fous seraient heureux. Tous les matins, le petit déjeuner se prend dans la cuisine. Ambiance familiale, comme à la maison. Ça va? Vous avez bien dormi? Oui. Ah ouais. C'est toi? Moyen. Marie-Noël est une psychiatre rebelle. C'est elle qui a fondé cette maison. Ses pensionnaires, elle les a toujours traités d'égal à égal. T'es toute belle, dis donc. Oui. Oh, toute belle en blanc. Hein? On dirait un ange. J'ai rencontré un ange en vacances. Ah ouais? Oui.
En vacances? C'est un Africain. Salut Jean-Louis. Cela fait 12 ans que ce médecin a décidé de vivre avec ces fous. Le psy, traditionnellement, est censé garder une distance avec ses patients. Ici, c'est tout le contraire. D'être bienveillant, voilà. C'est plus agréable que de se faire la guerre et d'être agressif. Il faut pas avoir peur de la tendresse. On parle des fois de bisouthérapie ou de choses comme ça, mais c'est vrai. Je pense que nous, en plus, dans nos études, on nous a surtout pas appris ça, quoi. Un psychiatre, là, non, je suis pas psychiatre, quoi. On a l'air de quoi, franchement? T'es pas psychiatre du tout, Marie-Noël. On a l'air de quoi, hein, Des ploucs. Mais la chaleur humaine, la calinothérapie, ça ne suffit pas. Pour envisager que les malades renouent un jour avec une vie autonome, ici, on a décidé de les responsabiliser. Mais il y a des règles à respecter et des tâches à accomplir à tour de rôle. Alors, c'est toi qui fais la cuisine ce soir? Oui. Ok, t'as vu le menu? Oui, donc salade verte plus tomate. Ouais. Carottes à la miel que je vais mettre. Ce soir, c'est Julien qui prépare le dîner pour 15 personnes. Alors, les salades. J'ai oublié de me laver les mains. Derrière son beau sourire, Julien, 20 ans, est schizophrène. Il n'y a pas si longtemps, il était incapable de se débrouiller seul. Et surtout, pendant ses crises d'angoisse, il était dangereux pour lui-même et pour les autres. Mais ici, on a décidé de lui faire confiance. On le laisse seul en cuisine, avec un couteau. C'est pas interdit ici? Là, pour la cuisine, je suis obligé d'en avoir un. Je couperai comment les tomates. Et alors, tu veux être chef cuistot? Raconte-nous ça. Peut-être pas chef, mais cuisinier. Chef, ça serait bien, mais déjà, je me donne l'objectif de devenir cuisinier. Après, on verra. Alors, Julien, tu t'en sors? Ça va? Oui. Edith a longtemps été bénévole avant d'être embauchée il y a 5 ans. Elle n'a pas de formation psychiatrique, mais cette ancienne prof de français est entièrement dévouée à la cause, malgré la fragilité des gens avec qui elle travaille. Vous, personnellement, ça vous est arrivé ici d'avoir été agressé verbalement ou physiquement? Ça arrive? Verbalement, ouais. Physiquement, ouais. J'ai failli me recevoir une chaise sur la tête. Ouais, mais bon, elle l'a pas fait. Sinon, il y en a une qui a essayé de m'étrangler avec mon écharpe. Mais bon, c'est pas... Puis bon, quand on les regarde que comme des gens dangereux, on oublie tout ce qu'ils sont, toutes leurs qualités. Et moi, je supporte pas qu'on les enferme là-dedans. Et quand on a rencontré Julien, quand on a rencontré Jean-Louis, quand on a rencontré... je pense que tous les préjugés qu'on a sur les fous, entre guillemets, je pense que ça peut tomber parce qu'on a rencontré une personne avant de rencontrer une maladie. Julien a réussi son plat. Grosse impression à la tablée du soir. Oh là là. Tiens, carotte à la julienne. Carotte à la julienne, ça porte bien son nom. Hein. Ici, ils sont 13 résidents, tous stabilisés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la phase critique de leur maladie. Tous ont fait des séjours en hôpital psychiatrique, mais aujourd'hui, ils vivent en communauté. J'en reviens pas qu'il ait fait tout seul. Si, j'ai fait tout seul. Non, mais je te crois. Avec les présidents. Julien est ici en période d'essai. Le reste de l'année, il vit en hôpital psychiatrique. Son état ne justifie pas qu'il y reste enfermé. Mais en France, on manque cruellement de structures pour aider les malades en voie de réinsertion comme lui. Voilà pourquoi il tient à intégrer la maison, sauf qu'il est sur liste d'attente. Voilà mon lit. Voilà mon bureau. Voilà ma petite table de chevet. Ça, c'est pas encore ta vraie chambre. Ah non, non, non. Là, c'est rien pour les gens qui viennent en période d'essai. Seulement. Mais avant, j'étais dans un pavillon fermé où ça criait, ça tapait. Alors ça, j'avais du mal à accepter. Parce que c'était dur. Hein. Le soir, 8h au lit, pour le lever le lendemain matin, 7h30, 7h. Ça fait long les nuits. Hein. Je cogite beaucoup. J'ai peur. Et ici, c'est complètement différent. Ah bah oui, on se couche quand on veut. On se couche quand on veut, on peut regarder la télé, on
On peut écouter de la musique, on peut bouquiner. Depuis l'ouverture de la maison il y a 12 ans, un tiers des résidents a fait assez de progrès pour retrouver une vie autonome. Les autres peuvent rester toute leur vie. Soraya, elle, est arrivée il y a 4 ans. Ici, elle a trouvé un équilibre qui lui permet carrément d'accepter la maladie. Celui-là, c'est le plus beau que j'ai fait, je trouve. Les autres, ils ne valent rien. Hein. Celui-là, c'est le plus beau, je trouve. Je l'aime bien, j'aimerais bien l'encadrer dans ma chambre. Et comment tu l'as appelé? La folle. C'est le plus réussi, c'est celui qui me va le mieux, je trouve. À une époque, peut-être, j'étais comme ça aussi. Mais maintenant, non. Mais je l'aime bien quand même, parce que c'est écrit la folle. Ah ben maintenant, je suis loin d'être malade comme avant. Mais j'ai trouvé un équilibre ici. Il n'y a pas que moi, tout le monde ici peut dire ça. Tout le monde, regardez ce qu'elles font. Oui, tout le monde est foutu, tout le monde est bien ici. On est tous fous à un moment donné de notre vie. Voilà. Soraya, 43 ans, c'est celle qui porte le regard le plus lucide sur la maladie. Je sais pas. On est où là? On est dans ma chambre ici, Nicolas. Soraya est arrivée en 2008, après de nombreux allers-retours entre sa famille et les services psychiatriques. Ancienne anorexique, depuis l'âge de 20 ans, elle souffre de délire paranoïaque. Des fois, je suis anxieuse, mais par rapport à avant, j'ai beaucoup avancé. Hein. Il y a une période, c'était horrible. Je ne pouvais même pas sortir. J'entendais des voix. Je croyais qu'on voulait du mal, qu'on lisait dans mes pensées. Ça, c'était quand j'étais à la fac de Mulhouse. J'ai fait une grosse bouffée délirante, mais quelque chose d'énorme. Et comment ça, tu entendais des voix? Oui, j'entendais des voix. Donc je me cachais dans le placard, j'entendais des voix, j'entendais des gens qui me disaient crève, meurs, tu vas payer. Enfin, tous des trucs très méchants. Les oiseaux me faisaient peur, les corbeaux en particulier. J'avais l'impression qu'ils me parlaient. Et il s'est avéré que c'était la maladie, quoi. Ces voix, depuis qu'elle est arrivée ici, Soraya ne les entend plus. Elle se sent en sécurité. Dans sa chambre, elle a pu reconstituer son univers d'étudiante d'avant la maladie. Dans l'ancienne chapelle du couvent, le débarras. Une caverne d'Ali Baba pour Soraya. On va mettre ensemble. Ici, elle trie les livres donnés par des particuliers avec René. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Encore du Jules Verne. Il y a que du Jules Verne là-dedans. En plus, Soraya a trouvé l'amour. René, c'est mon homme. C'est mon chéri. René, Soraya, c'est aussi votre chéri? Ah oui, c'est ma chérie, c'est ma doudou. Doudou avec des chapeaux. René, c'est le chef cuistot, résident de la première heure. Un cas à part. Ancien SDF, il a été sauvé de la rue et de l'alcool par Marie-Noël. Ici, il s'est reconstruit et a redonné le goût de vivre à Soraya. Et sa maladie, ses troubles, vous, ça vous a pas fait peur? Non, non, ça m'a rien. Non. Au début? Je la prends comme elle est, hein. À ma biche. Oh, Je la prends comme t'es, hein. Oh, une femme adorable. René. Vous pourriez vivre ensemble à l'extérieur? Oh non, à l'extérieur, non. Non, je ne peux pas vivre à l'extérieur, j'arrive pas. J'arrive pas à mener une maison, à faire tourner une maison. Je m'embrouille dans les papiers. C'est pas moi qui s'occupe de mes papiers, mais ça fait rien. Moi, j'aimerais bien m'en occuper, mais je peux pas. Donc, c'est trop compliqué pour moi. Ce serait trop compliqué pour nous deux avec René. On est bien ici. Jusque-là, on est heureux, donc continuons. Pourquoi s'arrêter? Soraya et René sont en couple depuis 4 ans à la Maison des Sources. Les livres qu'ils ont triés sont vendus dans cette boutique de bric-à-brac ouverte au public. Les ventes, cela permet de financer une petite partie du budget de la maison. Le reste, ce sont des subventions publiques, des dons et le loyer que règle chaque résident, entre 300 et 400 € par mois, payés grâce à l'aide au logement et leur allocation adulte handicapé. Alors. Cet après-midi à la friperie, c'est au tour de Jean-Louis d'accueillir les clients et de tenir la caisse. Il y a deux personnes au-dessus. D'accord,
Et si je travaille? C'est une sacrée responsabilité. Ah bah oui, ça. Jean-Louis souffre de graves troubles de la personnalité. Il a du mal à se concentrer plus de 5 minutes. Mais ici, il a appris à gérer les comptes de toute une après-midi de vente. C'est à 20 centimes d'euros, la carte. Postal. Peinte à la main. 20 centimes la carte? Oui, c'est ce qu'il y avait écrit. Donc 2... Ça fait 0,40. Voilà, et puis ça... Ça, vous l'avez compté, je crois, non? Chemisier, ça. Chemisier. Oui, et le sac. Et le sac. Alors ça fait 3,40 €. C'est moi qui allez vous. Je vous rends 10 centimes, hein. Très bien. Oh, puis il n'y a pas 10 centimes. Oh, c'est pas grave. Attendez, si, je crois. Vous avez de la chance. Jean-Louis s'en sort bien. Il rend parfaitement la monnaie. Il n'y a pas de trou dans la caisse? Non. On peut pas voler, hein. Ouh là là. Les voleurs, oui. Qu'est-ce qui se passe pour les voleurs? Ils vont en prison, hein. Jean-Louis est tombé malade en 1982. Une crise pendant son service militaire. J'ai fait le psychanalyse, ça vaut le coup, hein. Faut pas avoir peur. Malgré sa psychanalyse, dans sa tête, tout n'est pas clair. Jean-Louis fait une fixation sur un certain Bernard Tapie. Je suis encore dans ma tête, là. Hein. Tous les jours, il est dans ma tête, hein. Tapie? Ah oui. Il est dans ta tête? Dans ma tête, oui. Comment ça? Ben, je l'ai en moi. J'espère que je le verrai un jour en vrai et puis ce sera fini tout ça. Même s'il a gagné en autonomie, Jean-Louis ne pourra sans doute jamais se défaire de ses obsessions. Le soir, chacun rejoint tranquillement sa chambre, comme dans un hôtel. Bonne nuit, Laurent. Au revoir. Une bénévole est tout de même présente pour assurer une permanence de nuit. Bon, je vais aller reprendre mon homme, là. Allez, bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit. À demain, allez. Soraya et René ont 2 chambres séparées. Je t'aime. Ils ont choisi de se retrouver 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi soir. Au revoir, Nicolas. À bientôt. Voilà. Julien, lui, est très studieux ce soir. C'est sa dernière nuit avant de retourner à l'hôpital psychiatrique. Demain, les encadrants lui diront s'il peut devenir résident permanent. Alors de lui-même, il a décidé de leur écrire une lettre de motivation. J'adore la cuisine, car on me fait prendre des responsabilités et que moi, je le ressens comme de la valorisation. À chaque fois que je viens, je m'en réjouis. Toute l'équipe, je suis content qu'ils aient gagné ma confiance. Je me sens de mieux en mieux psychiquement et physiquement. Ce qu'apprécient aussi les résidents ici, c'est la liberté. À la Maison des Sources, tout le monde a sa clé et peut aller et venir comme bon lui semble. Le mercredi midi, c'est repas libre. Jean-Louis en profite pour aller déjeuner chez sa maman. Un quart d'heure de bus avec des gens qu'on dit normaux. Salut la mère. Salut la mère. T'as retrouvé ton sourire? Oh oui. Bon, voilà. Chaque mercredi, Georgette lui prépare son menu préféré, steak frites, comme pour les enfants. Jean-Louis, je te donne ton beefsteak. Oui, la mère. Voilà. On m'a livré des mini beefsteaks cette fois-ci. Jean-Louis est resté chez ses parents jusqu'à l'âge de 46 ans. Son père est décédé et sa maman a eu de graves ennuis de santé. À 77 ans, elle ne pouvait plus le garder. Alors la Maison des Sources, pour elle, ça a été un soulagement. Ben, je suis contente qu'il y ait des gens là-bas qui aient trouvé cet endroit-là, parce qu'autrement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Il y avait rien. Soit l'hôpital, soit ça, Nicolas. Hein. Rien. Soit l'hôpital à vie, soit ça. Hein.
sa mère a complètement intégré les démons de Jean-Louis. Elle joue le jeu de la maladie. Ce jour dernier, M. Tapi, il s'est acheté le plus grand bateau du monde. Ah oui, le maire, oui. Voilà, M. Tapi, si tu voulais avoir des nouvelles, vraiment. Voilà, voilà. Donc, si tu veux, tu peux l'avoir en... Sur Internet? Tu tapes, tu fais Google. Tapi? Et puis tu fais Bernard Tapie, puis tu sauras tout. D'accord, la mère. Donc, M. Tapie fait partie de nos meubles, si vous voulez. Voilà. Voilà. Depuis il y a longtemps, très longtemps. Ben oui, j'ai en moi, la mère. Hein. Ça fait de mal à qui? Ça fait de mal à personne. Je ne fais pas de mal, je ne fais pas de mal, hein. Je voudrais le voir en vrai, peut-être un jour. Ça te donnerait pas grand-chose de plus ici. Non, mais ça me ferait du bien. Je t'ai déjà dit, c'est pas un exemple, M. Tapi. Oh là là, c'est une sacrée... Oui. Sacré margoulin. C'est plus des mains d'arc que les autres, ces gens-là. La Maison des Sources permet aussi ses retrouvailles hebdomadaires, heureuses et apaisées, entre une mère et son fils. Pour Julien, dernier moment d'attente avant l'heure du verdict. Julien ? Psychiatre, encadrant, direction, l'équipe s'est réunie pour décider de son sort. Venez, cher ami. Ça va? Ça va. Ouais. Ça va. Je peux rentrer? Oui, entre, Julien, on t'attend. Bon, alors, écoute, je crois qu'on va pas te laisser mijoter longtemps parce qu'on a décidé tous ensemble que tu viendrais ici de manière définitive. Ah bon? Oui. Donc ça serait pour quand? À partir de janvier 2013. Vous avez entendu? T'es d'accord, toi, de venir ici? Je crois que... Hein? Depuis le temps que je veux ça, voilà, je suis content. Bon, c'est bien. À la tablée du midi, Julien fait partager sa joie avec son sourire habituel. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais intégrer les invités au festin, soit le 31 décembre, soit le 7 janvier. Julien aura même droit à une formation de cuisinier. Merci. L'équipe lui a promis. Des maisons comme celle-ci, Marie-Noël compte en ouvrir d'autres. 11 projets sont en route dans toute la France et même en Belgique. Reste à boucler les financements.